Bonjour à tous et bienvenue sur Olymfit. Aujourd'hui, un nouveau podcast avec Jonathan. Et Jonathan est un entraîneur en natation. Il a fait le tour du monde pour voir comment ça se passe dans les autres clubs, dans les pays anglo-saxons, vis-à-vis de l'entraînement en natation. Je travaille avec Jonathan depuis quand on travaille ensemble, Jonathan? Ouais, je dirais 4 ans à peu près. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Il était à l'époque au club de natation de Brest. Et on s'entraînait, et je travaillais avec lui et les nageurs dans le cadre du suivi nutritionnel des nageurs. Du coup, suite à son tour du monde, je me suis dit c'est peut-être une belle occasion de lui donner la parole sur la chaîne et d'essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il a vu dans les pays anglo-saxons, comment ça se passe la préparation physique là-bas et quelle est la différence entre ce que eux font et ce que nous on fait en France. Et pour commencer, je vais demander à Jonathan de se présenter un peu plus pour vous parler un peu de son parcours et de son fameux voyage. Donc Jonathan, à toi. Merci déjà Alex de m'accueillir sur ton podcast. Un vrai plaisir, j'adore ta chaîne. Moi j'ai commencé à regarder ta chaîne il y a déjà, je pense, 6-8 ans à mon avis. Ouais. Au début je l'ai regardé pour avoir des petits focus techniques, des petits trucs comme ça. Puis après, bon, j'ai eu la chance de travailler avec toi. Et puis, ouais, vraiment un plaisir. Merci pour ton travail en tout cas. Tous les détails et tout. Moi, ça m'a vraiment aidé à grandir dans la prépa physique. Et souvent, je la recommande aux gens pour leur dire, tiens, regarde ça si tu as des questions, des détails, c'est précis. Donc voilà, merci pour ça. Et du coup, un grand plaisir d'être invité par toi sur cette chaîne. Mon parcours, moi j'ai fait une licence en STAPS, puis un master 2 en STAPS, orienté plutôt entraînement. J'étais nageur. Et après, je me suis orienté rapidement vers l'entraînement dans un club où je travaillais avec tous les groupes du club. J'ai envie de me former. Après, j'ai eu des résultats qui étaient plutôt bons. J'ai été élu entraîneur de Bretagne de l'année sur une saison. Et du coup, je suis allé au club de Brest. On s'est mis à travailler ensemble dans un projet où moi, je m'occupais du sprint et il y avait un autre coach, Steven Der, qui travaillait sur le groupe plutôt demi-fond, 200 mètres et plus. Et c'est quand je suis allé là-bas que je commençais à bosser avec toi. C'était un peu mon premier groupe élite, enfin de niveau. Après, je sais pas ce qu'on pourrait appeler du sport de haut niveau, mais pour moi, c'était du haut niveau à ce moment-là. Et donc pas juillet dernier, mais il y a un an et 3 mois à peu près, j'ai arrêté de travailler avec ce club et j'ai décidé de faire un tour du monde des clubs de natation les plus prestigieux pour aller observer comment ils s'entraînent, pour essayer de découvrir leur culture. C'est un rêve que j'avais depuis super longtemps, mais je l'avais jamais fait. Et puis du coup, là, j'en ai profité. Parfait. Merci à toi pour l'éloge de ma chaîne déjà. Je tenais à te Ok. remercier. Ça fait plaisir d'avoir des professionnels du domaine qui reconnaissent mon travail. C'est toujours pour moi une reconnaissance et une valeur ajoutée à ce que je fais. Donc merci. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de ce voyage que tu as fait. Donc, quand tu as décidé de faire le tour du monde, est-ce que tu avais un objectif déjà spécifique? Est-ce que tu voulais voyager pour voir quelque chose de spécifique? Ou c'était plus un voyage découverte sans te fixer des objectifs ou des choses spécifiques à apprendre? Alors au début, j'ai voyagé parce que je voulais trouver du travail à l'étranger. Euh, et, euh, et en même temps découvrir la culture parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur Internet de ce qui se passe à l'étranger, mais on voit pas les dessous. Et, euh, et voilà, moi j'avais envie de découvrir ces dessous, j'avais envie d'aller voir les coachs et j'avais une sensation qui est devenue au fur et à mesure une conviction, c'était que c'était pas vraiment l'entraînement qui faisait la différence, le contenu d'entraînement, mais plus le coaching D'accord. et la relation entre l'athlète et le coach. Et du coup, je voulais voir à haut niveau, ça ressemble à quoi une relation idéale athlète-coach, ou une relation athlète-coach performante. Et donc, c'est ça qui m'a incité à bouger, ces deux trucs, voir comment ça se passe à l'étranger et en même temps chercher du travail, chercher une famille
où, en fait, je cherchais surtout un endroit où les gens auraient des convictions qui seraient semblables aux miennes et qui auraient envie de travailler avec moi, tout simplement. D'accord. Donc c'est-à-dire que si je comprends bien, il y avait quelque chose qui manquait pour toi en France. Et c'est pour ça que tu t'es dit, bon, maintenant je vais essayer d'aller chercher ailleurs pour voir si j'arrive à trouver ce qui me manque ici sans vraiment peut-être savoir exactement ce que c'est. Ouais, c'est exactement ça. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit euh, tu devrais aller dans les pays anglo-saxons, ils vont t'adorer. Moi, je comprenais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que quand j'y suis allé, ouais, j'ai compris pourquoi, parce que j'ai l'impression que ma mentalité, elle se rapproche plus de ce type de culture, en fait. D'accord. Et donc tu as démarré ton voyage. C'était quand à peu près? Est-ce que tu as la date? Alors, j'ai dû démarrer en septembre, mi-septembre, un truc comme ça. Et j'ai pas commencé par les pays anglo-saxons parce que j'ai commencé par la Finlande. C'était en Où, septembre 2022. ouais, je pense, ouais. Et du coup, tu peux nous dire un peu quels sont les pays que tu as visités, combien a duré ce voyage et puis quelles sont les étapes clés. Ouais, j'ai commencé par la Finlande. Je suis allé 3 semaines là-bas, voir Marco Maleva, c'est un coach finlandais de l'équipe olympique de natation. Je l'avais rencontré sur un training camp, sur un camp d'entraînement. Et voilà, il m'inspirait de par sa pédagogie. Du coup, j'avais envie d'aller voir comment il fonctionnait. C'était hyper intéressant. Ensuite, j'ai eu la chance de connecter avec Dave Jordan à l'Université de Californie à Berkeley. Donc, je suis allé passer du temps là-bas. J'ai dû passer d'abord un mois. Puis après, j'avais prévu aussi d'aller voir Bob Bowman à Arizona. Arizona State, non, c'est ASU, c'est Université d'Arizona. Et du coup, j'ai fait qu'une semaine là-bas parce que voilà, ils accueillaient pas des gens plus longtemps que ça. Donc j'ai fait une semaine. Puis du coup, vu que j'avais du temps, je suis allé à Los Angeles voir Dave Sello, qui est un entraîneur mythique en natation, euh, qui est hyper connu pour un bouquin qui s'appelle Sprint Sello et sa mentalité, enfin son idée, c'est si tu veux nager vite, tu dois t'entraîner vite. Donc en fait, bah, il s'entraîne tout le temps à fond, quoi. Donc je voulais voir ça aussi, parce que c'est vrai qu'entre ce qu'il y a dans la réalité et ce qu'on nous dit, il y a toujours des différences, donc c'est intéressant à voir. Et puis il me restait un mois, du coup, bah, vu que je me sentais bien en Californie avec Dave Jordan, Dave Marsh, tout ça, et que j'avais été un petit peu adopté par l'équipe, l'université, bah, du coup je suis retourné faire un mois à l'université de Californie. Et voilà, j'ai fini mon périple là-bas. Ensuite j'ai eu la chance, ils m'ont emmené en stage à Hawaï là-bas. Et bah, vu que j'étais à Hawaï, si près de l'Australie, quand j'ai fini mon visa aux États-Unis, parce que j'avais que 3 mois, j'ai décidé d'aller direct en Australie. Et donc j'ai fait 2 mois en Australie, 2 mois et demi même, je crois. Une partie avec Michael Ball, euh, qui est, euh, qui est aujourd'hui un des coachs les plus renommés au monde, qui a un nombre de médailles olympiques incroyable. Et ensuite, j'ai fait le Canada. Je vais faire 3 semaines au Canada. Ça, c'était sur le conseil d'un ami pour aller voir un coach qui s'appelle Greg Artus, qui m'a énormément appris en l'espace de 3 semaines. Un mec qui a une énergie de fou, un mec d'origine africaine qui a ça dans le sang, tu vois. Et il m'a vraiment décoincé sur le côté énergie de la natation. Après, je suis allé en Espagne. Je suis retourné en Espagne voir Ben Titley, qui est pareil, un des entraîneurs les plus cotés en natation qui est à la base britannique, qui a bossé au Canada et qui est maintenant en Espagne. Et puis j'ai fait un petit tour en Suède, une semaine, parce que j'avais été invité par un Suédois que j'avais rencontré en Australie, un nageur de haut niveau. Donc j'ai eu la chance de voir là-bas aussi l'entraînement en Suède où il y a quand même Sarah Sjöström, le record du monde, etc. Donc voilà. Et puis je suis revenu en France. Ça fait quand même un très beau parcours. Ouais, un beau Donc pied. Finlande, États-Unis, Australie, Canada, Espagne, Suède. C'est ça. 6 pays. Alors du coup, tu vas nous parler un peu de ce qui t'a le plus marqué durant ce voyage et quelle est la grande différence entre ce que font ces pays, donc majoritairement anglo-saxons, et ce qu'on fait nous en France. Il y a 2 points principaux qui diffèrent vraiment au niveau des anglo-saxons et nous. Le premier point, je dirais que c'est l'énergie du groupe, l'énergie générale de l'entraînement. Ils sont beaucoup plus focus sur la dynamique de l'entraînement que sur le contenu d'entraînement.
Ils se débrouillent tout le temps pour avoir une dynamique de groupe avec un groupe qui s'entraîne ensemble et une énergie générale en fait. Et ils travaillent dessus. J'ai la sensation, dans ce que je connais de l'Europe, qu'on travaille beaucoup plus les contenus, la science, la physiologie, la force, la technique, tous ces trucs-là, beaucoup plus que la dynamique de groupe et l'énergie du groupe. Et c'est là où ils diffèrent de nous. Enfin, D'accord. pour moi, c'est le premier point. Et, et un peu plus orienté sur la préparation physique. Euh, ils, ils- ils ont énormément, en fait, nous on fait, c'est marrant parce qu'on a ces deux mots, préparation physique générale et préparation physique spécifique. J'ai jamais entendu ces mots-là là-bas Hmm, ni aux États-Unis ni en Australie. hmm, Pour eux, la préparation physique, elle est générale. hmm. Elle est pas spécifique. Ouais. Bah, Hmm, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans toutes les structures où je suis allé, on s'entraîne pas à la natation dans la salle de muscu et on s'entraîne pas à la muscu dans la piscine, quoi. On fait d'accord, pas de intéressant. renforcement dans la piscine, on fait pas de muscu, on fait pas de natation dans la salle de muscu. Mhm. C'est c'est très général. Du coup, ça n'existe pas le mot PPG là-bas. C'est strength training, quoi. C'est l'entraînement de muscu. Et ouais, du coup, ils sont très. Pour eux, leur concept, c'est de toute façon dans l'eau, on peut pas développer assez de force pour finalement aller développer les facteurs qui sont nécessaires pour aller chatouiller les facteurs qui sont nécessaires pour développer la force ou l'explosivité. Donc, il va falloir le faire dans la salle de muscu. Et à l'inverse, dans la salle de muscu, on est tellement loin de ce qui se passe dans l'eau que ça sert à rien d'essayer d'aller chercher ça. Voilà, c'est ça leur conception principale. Donc, dans la salle de muscu, c'est très très général. Par contre, ils travaillent tout. Euh, Là où nous, je trouve qu'en France, on va cibler les groupes musculaires spécifiques à notre sport. On va dire, bon, bah, la natation, c'est le grand dorsal, le muscle principal, c'est celui qu'on va faire. Bon, pour les départs, il faut qu'on fasse. Eux, c'est général. Ils créent Mhm. un athlète, en fait. Hmm. Donc, ils développent tout, les épaules, les pecs, le dos, les hanches, les fessiers, la mobilité, l'explosivité, la compliance, enfin, tout ce que tu veux, ils le développent, en fait. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça la différence, c'est que là où nous on voit un nageur, en natation je parle, hein, eux ils voient un athlète. Ils voient d'abord un athlète qui vont ensuite essayer de faire nager. Mais dans la salle de muscu, ils essaient de développer un athlète. Très intéressant. Donc, deux aspects majeurs. Premièrement, l'aspect mental, j'ai envie de dire, vu que tu as parlé de cohésion de groupe. Donc, on est plus Ouais, dans la préparation physique mentale. Et ça, c'est vraiment différent de ce qui se passe ici en France. ouais, C'est-à-dire ça que, n'a rien à voir du ouais, tout. ça n'a rien à voir, ok. Ouais, Parce que moi, je ne travaille moi, pas avec des équipes, donc je n'ai pas cette vision-là que toi, tu peux avoir. Donc, ouais, comment ça se passe ici, tu veux dire que l'entraînement, il est plus, c'est qu'il est plus individualisé, on prend plus l'individu, alors que là-bas, c'est plus le groupe qui s'entraîne ensemble, sans spécificité pour chaque individu. Enfin, Hmm. c'est un peu ça Ouais, ou... c'est ça. Bon, déjà, je connais pas forcément les. J'ai jamais travaillé dans un club de foot pro ou dans un club de basket pro ou les pro ou quoi que ce soit. Donc, moi, je parle des sports individuels, hein. Là-bas, la natation, c'est un sport d'équipe. C'est-à-dire que déjà, là, en NCAA, tu marques des points pour ton équipe. Et l'université, elle finance l'entraînement de natation pour marquer des points en NCAA. D'accord. Et donc, du coup, ils s'entraînent en équipe. Et déjà, dans leur dynamique dès le départ, ils visent le classement NCAA ou les victoires NCAA, etc. Donc, le mec qui est à côté de toi dans la piscine, s'il performe, tu vas performer aussi. D'accord. Donc, tu as intérêt à ce qu'il performe, en fait. D'accord. Et ça, on le ressent. Dès que tu arrives sur le bord du bassin, tu ressens que c'est une équipe vraiment très soudée qui travaille ensemble pour atteindre un objectif commun et tout le monde s'entraide en permanence. Donc, les gars sont souvent sur les mêmes épreuves et ils s'affrontent ensemble à l'entraînement, mais ils sont dans une forme de coopétition où tu sais, ils sont ensemble tout en étant l'un contre l'autre, mais ils s'entraident et ils s'encouragent et ils se challengent et voilà. Bon, j'ai déjà vu ça en France, bien sûr, mais là-bas c'est démesuré, Ouais. c'est démesuré. C'est Et puis beaucoup plus marqué. c'est entretenu par les coachs, c'est développé par les coachs qui essaient de créer une culture de groupe, qui développe la communauté. Chez nous, dans les sports individuels, on a une communauté, on a des gens qui les développent, on a de l'esprit de groupe.
mais pas à ce point-là. C'est D'accord. pas. En fait, si je devais mettre la proportion, moi je dirais que nous, on est plutôt dans ce que je connais encore une fois. Parce que ouais, on parle de ma vision, hein, c'est pas une vérité, c'est juste ce que j'ai vu. Je dirais qu'on est 80% sur l'entraînement, 20% sur la cohésion. Et encore quand on est bien. Et eux, soit ils sont à 50-50, soit ils sont à 60% sur la cohésion et 40% sur Hmm, l'entraînement. hmm, Les contenus d'entraînement sont très basiques, hein. hmm. C'est vraiment pas hyper poussé. Euh, Par contre, ouais, limite, ils vont même adapter le contenu d'entraînement pour que l'énergie du groupe ressorte, parce qu'en fait, ils pensent que c'est ça qui va créer la progression. Et je suis assez Après, d'accord avec ça. hmm. Après c'est un peu, j'essaie de penser un peu à la raison pour laquelle c'est comme ça dans les pays anglo-saxons. Et donc, du coup, je pense que c'est directement lié au système de points. Vu que en tant qu'athlète individuel, bon, très bien, tu peux performer, mais ce qui compte, c'est le point, c'est le nombre de points que ton équipe va avoir au total. Donc, ils ont tout intérêt à se soutenir les uns les autres et à se pousser pour qu'ils puissent marquer le plus de points possible. Oui, Alors qu'en France, ça n'est pas du tout le même système. c'est ça. Et tu as vu, déjà, juste t'en parles, on sent que le problème de l'ego, il est déjà mis de côté, en fait. Parce qu'en effet, quand tu t'entraînes, bah, tout de suite, tu as moins de pression. Parce qu'en fait, tu n'es pas tout seul dans l'équipe. C'est pas si tu fais un mauvais temps, ta carrière, elle est loupée. Tu Hmm, fais un mauvais temps, bon, bah, tu marqueras un peu moins de points, mais hmm, vu que tu as d'autres façons d'aider ton équipe en, en accompagnant tes coéquipiers et tout ça, il n'y a pas que en performant que tu peux d'accord, aider ton équipe, tu peux aussi l'aider de plein de façons différentes en d'accord. développant la communauté, etc. Et donc, du coup, ça enlève une certaine pression sur le résultat et ça décentre un peu tu vois, d'être toujours dans mon monde, ma perf, mon truc. Et là où ça m'a le plus choqué, c'est quand j'étais en Espagne. Donc, en fait, je suis revenu du Canada où la mentalité est assez similaire. Je vais en Espagne avec Ben Titley. Donc Ben Titley, il a entraîné au Canada, il est anglais. Donc voilà, la culture, elle est là. Et j'étais sur le bord du bassin. Et voilà, il y avait une autre équipe française de l'autre côté. Et ça m'a choqué. J'avais pas vu un entraînement français depuis 4, 5, 6, 7 mois, Ouais, presque. Et je me suis dit, mais what, c'est quoi ça? Mais ouais, comment on est? Mais c'est d'accord. impossible. Et ça m'a choqué de me dire, mais on est 10 fois trop focus sur le contenu, en train de, ouais, mets ton bras comme ça, fais ci, fais ça. Là, alors que Ben, il était, allez, grosse énergie dans le groupe et tout, et complètement différent. Et ça D'accord, m'a vraiment mis une grosse claque. Je m'en étais pas rendu compte jusque-là. Ça m'a vraiment mis une grosse claque. d'accord. Donc ouais, ce garçon, il est développé, quoi. Et tout le temps, aux États-Unis, il y a toujours des réunions, quoi. Il y a des réunions, il y en a deux, trois par semaine où ils parlent de tout et de rien. Ils vont parler de comment ils s'organisent pour la compète, mais ils vont se réunir tous ensemble. Hmm, Ils vont parler de comment ce week-end quelle activité commune on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on attend de l'équipe en termes de valeur, en termes d'entraide, en termes de ci, de ça. Donc il y a ce versant qui est beaucoup plus développé. d'accord. Mais au Mais bout d'un moment, ouais, à l'inverse, ils sont beaucoup moins dans l'individualisation ouais. et ils broient énormément d'athlètes. C'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup d'athlètes qui sont là, blessés, l'entraînement n'est pas adapté, c'est trop dur pour eux, bah tant pis pour toi, c'est trop dur pour toi. Mais ça, par contre, c'est complètement en lien avec la mentalité américaine. Euh, les Américains, ils s'entraînent pas pour être meilleurs, ils s'entraînent pour gagner. Hmm, C'est vraiment, alors ça, c'est un truc que je le comprenais pas avant, j'avais du mal à le cautionner, mais là, je l'ai vraiment vu. Ça veut dire que tu vas discuter avec un nageur qui est dans le bas du panier de l'université, tu vois bien qu'il est en difficulté tous les jours et tout, etc. L'entraînement, il est pas adapté pour lui, c'est trop dur. Et malgré ça, tu lui dis, bon alors, comment c'est et tout, il me dit, ouais, c'est génial, je sens vraiment qu'il y a de l'opportunité, etc. Et en fait, tu lui dis, mais ce serait peut-être pas bien que tu en fasses un peu moins, parce que là, ça fait quand même 3 mois que tu es blessé, qu'on trouve des solutions et tout. Il me dit, bah non, ça sert à rien, si j'en fais moins, je vais pas gagner, quoi. hmm, Tu vas progresser. Ouais, mais moi, je suis pas là pour progresser, je suis là pour gagner. hmm. Et en fait, cette mentalité, c'est ça. Les Américains, ils cherchent pas un truc pour progresser, ils cherchent un truc dans lequel ils vont être les meilleurs. Voilà, c'est tout. D'accord. Et du coup, il y a une méga sélection naturelle, énorme. Hmm, Il y a une quantité de déchets qui est monstrueuse. hmm, Mais par contre, ceux qui ont de quoi répondre à la problématique posée, hmm, bon, bah, ils ont ce qu'il faut pour s'amuser, hmm, quoi. hmm. Non, mais je pense qu'on vient de mettre nos doigts sur un peu sur la clé de réussite de ce système, c'est-à-dire que
Il y a beaucoup de Ouais. masse, il y a beaucoup de masse, il y a beaucoup de monde. Et du coup, tu peux te permettre de mettre des niveaux d'entraînement, des niveaux d'intensité, un volume d'entraînement élevé, de ne pas individualiser. Et puis, c'est marche ou crève, en fait. C'est En ça. fait, c'est marche ou Ça crève. résume bien. Ça résume bien. Ça Voilà. marche au crème. Et comme ils ont un gros volume, bah, automatiquement, naturellement, ils vont sélectionner un pool génétique qui, lui, a des avantages de par la physiologie et la génétique de la personne, qui va arriver à tenir ces entraînements-là et à progresser. Là où les autres, bah, ils vont pas passer par les mailles du filet, quoi. Ils vont être retenus par le filet et tant pis pour eux, en fait. C'est ça. Et en fait, mais tu vois la différence par rapport à l'Europe, c'est que moi je prends l'exemple d'en France, j'ai l'impression que ça c'est pas admis. C'est un peu comme, pour faire un comparatif avec la politique, c'est un peu comme le socialisme et Mm, où, tu vois, on met pas de gens de côté. Par exemple, quand j'étais mm, en Finlande, mm, il y a personne qui dort dans la rue en Finlande. C'est mm, impossible pour eux. mm, mm, Ils ont moins de riches, mais moins de pauvres. mm, Ils nivellent par le milieu, quoi. Et du coup, ils préfèrent payer plus d'impôts, etc. Mais ils veulent surtout pas voir quelqu'un qui dort dans la rue. Dans leur mhm, conception, c'est pas possible. mhm. Et, bah, aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Tu as des milliers de gens qui dorment dans la rue et tu as des milliers de gens qui ont des voitures à des millions d'euros. Mm. Et c'est leur conviction, quoi. C'est, tu fais le truc à fond ou tu le fais pas, en fait. D'accord, Et c'est toujours, toujours comme ça. Toujours. Et ils vont à fond dans tout ce qu'ils font et voilà, c'est leur façon de voir les choses. d'accord. C'est le rêve américain, hein. Oui, oui, oui. C'est le rêve Oui, oui, non, mais américain. je comprends. On avait déjà parlé la dernière fois quand on s'était vu il y a quelques mois. Et effectivement, on avait reparlé de ce système de marche ou crève et que il y a très peu d'individualisation. On va pas prendre soin de l'athlète. Non. On Et tu vois, impose. Ouais. il y a un truc qui est marrant, c'est que les athlètes étrangers, ils viennent là-bas maintenant. C'est-à-dire Ouais. que les meilleurs Français, les meilleurs Hollandais, les meilleurs tout, en fait, ils vont là-bas. Pourquoi? Bah parce que nous, on a un système, on essaie de faire progresser tout le monde. Ouais. Du coup, le meilleur, bah lui, il a un petit truc pour lui, mais il a personne qui se fight à côté de lui. Alors que là-bas, ils font un système pour ceux qui veulent gagner. Mhm. Donc en fait, bah, ils attirent ceux qui veulent gagner. Ouais, Et ceux ouais. qui veulent gagner se disent, bah, si je veux me fighter avec le meilleur, il est là-bas, donc je vais y aller. Et donc en fait, leur système, il fait que tu as Ouais, une bien espèce sûr. de fonctionnement et ça dégage tout ce qui ne tient pas. Mm. Et à l'inverse, il y a de plus en plus qui montent et tu as une sélection naturelle par la force, en fait, Tout à par fait. le niveau directement, quoi. Tout à fait. Donc c'est hyper productif en termes de performance. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, automatiquement, quand tu crées un système d'entraînement qui filtre et qui ne laisse passer que les meilleurs génétiquement parlant, bah, automatiquement, bien sûr, tu arrives à des résultats qui, euh, Hmm. qui surpassent d'autres systèmes qui vont, eux, essayer de faire évoluer tout le monde. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et tu vois, je me suis un peu perdu dans ce que je te disais, mais ce que je te disais, c'est par rapport au socialisme ou les trucs comme ça, c'est ça, c'est un peu. Moi, j'ai l'impression que chez nous, on a du mal à ça. On Mm, veut pas que l'entraînement il soit fait mm, pour, pour que les meilleurs gagnent. mm. On veut que l'entraînement il soit fait pour tout le monde. Oui, oui, oui. Moi, je suis ni pour ni contre ce truc-là, hein. C'est juste que en termes de résultats sportifs, Mm. Mais c'est bah, sûr, c'est c'est clair que sûr, la différence, elle est c'est faite sûr, immédiatement, quoi. c'est sûr. Elle est faite En immédiatement. termes de résultats sportifs, c'est sûr que voilà, on voit un peu les résultats et c'est sûr ils sont excellents dans ce qu'ils font. Après, dans la J'entendais. façon de faire, c'est un peu de l'eugénisme, quoi. Je sélectionne la meilleure génétique, quoi. Et après, le Ouais, reste, bah, tant pis pour vous. Si vous vous blessez à ouais, ouais. l'entraînement, tant pis, c'est mort. Tu vois, j'ai entendu Stéphane Diagana, il disait un truc intéressant pendant les championnats du monde d'athlétisme. Je regarde pas souvent la télé, mais je trouvais ça intéressant. Il disait, mais on peut pas comparer aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont un INSEP par ville. Hmm, Et donc, voilà, ils ont des infrastructures de malades et tout. Moi, je trouve que c'est un peu réducteur de comparer par rapport aux moyens. hmm, Pour moi, c'est pas les moyens qui font la diff, c'est la culture, mhm. c'est la mentalité. Et oui, ils ont des infrastructures de dingue. Imagine tout ce que tu voudrais avoir, eh ben, ils l'ont fois 10. Hmm. C'est n'importe quoi. La salle de musculation là-bas, c'est n'importe quoi. C'est- Même Ouais, dans tes rêves, tu n'y penses pas. tu m'avais raconté, tu Même m'avais dans dit tes qu'il y a rêves, tu n'y genre un penses plateau d'haltéro
pour, je sais pas moi, 5 athlètes peut-être, et tu as des dizaines et des dizaines de plateaux d'haltérophilie Ah qui se suivent ouais. avec, pour chaque station, tu as les barres qu'il faut, les poids qu'il faut, on va pas piquer chez les autres. Non. Ah, mais c'est sûr Non, que non, puis t'en as c'est impressionnant. 50 quoi. Ouais, T'en as voilà. 50 dans la salle. Ouais, ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, au niveau financier, c'est énorme. Mais je reste convaincu que c'est plus la culture, leur état d'esprit général, leur ambition qui fait qu'ils font la différence. D'accord. Et du coup, d'un point de vue un peu plus prépa physique, donc tu m'as dit que là-bas, il y a pas, ça n'existe pas tout ce qui est prépa physique général, prépa physique spécifique. Enfin, tu m'as dit que c'est plutôt général tout le temps. Et du Tout le temps, coup, oui. et du coup, l'entraînement, donc si je comprends bien, que tu sois nageur, que tu sois footballeur, que tu sois peu importe ton sport, au final, quand tu es à la salle de sport, bah, tu fais un peu la même chose. Ouais, alors après, il y a des petites variantes, Hmm. parce que moi, je voyais des tennisman, il y a des petites variantes, mais dans les sports comme la natation, c'est vrai que les basketteurs, ils vont faire un peu plus de sauts, par exemple, Hmm. que les nageurs, ils vont faire un peu plus de tirage ou d'exercice, de traction, mais finalement, le nombre de fois où j'ai vu les nageurs faire beaucoup plus d'épaulés jetés, d'haltéro, de mouvements où les jambes, elles sont vraiment impliquées, c'est énorme, quoi. Et finalement, des tractions, des exercices développés couchés, j'ai dû les voir faire. Ouais, une fois, ils ont dû faire du développé couché en 2 mois et demi où j'étais là, quoi. Mais par contre, ouais, tout le travail de corps, ça, par contre, ils en font énormément. Renforcement autour des hanches, les fessiers, les adducteurs, les ischios, tous ces Quand tu trucs-là. dis travail de corps, c'est-à-dire au poids de corps, tu veux dire Non, au non, poids de non, corps? travail de corps, le Ah, centre. le gainage, ouais, Ouais, the core, le gain, ouais, ouais. C-O-R-E, oui, oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. Tout le travail, il est énorme, quoi. Ils n'arrêtent pas. Ils ont plein, plein d'exercices. Et puis, ils sont vraiment compétents dans ça. Euh, un autre truc, c'est que dans leur culture, ça, je l'ai retrouvé chez les Australiens. Il y avait des Anglais aussi quand j'étais en Australie qui étaient là et j'en discutais avec eux. Euh, c'est que sur le plan éducatif, à l'école, le versant athlétique, il est beaucoup plus valorisé. Les profs de PS là-bas, ou enfin, ce qui est considéré comme un prof de PS, c'est les profs les mieux payés du lycée ou du collège, Un quoi. peu comme nous, quoi. C'est- Et donc il y a ça, et ils sont respectés, et les athlètes enfin les étudiants athlètes sont respectés et mis en avant. On leur met pas des bâtons dans les roues. Donc il y a ce versant-là aussi où tu es beaucoup plus valorisé quand tu es sportif, quoi. D'accord. Et c'est vrai que chez les Australiens, depuis qu'ils sont tout petits, ils n'arrêtent pas, ils font tout. Ils courent, ils font des pompes. Là-bas, je suis arrivé, j'étais trop, trop choqué par les filles, quoi. Les Hmm, filles, elles ont un niveau athlétique, mais tu pètes un câble. Toutes les petites, elles font des pompes, elles font des tractions, elles font des burpees dans tous les sens. Enfin, toutes. hmm, Il n'y en a pas une qui hmm, sait pas le faire, quoi. Donc, hmm, hmm, en fait, dès qu'ils sont petits, ils n'arrêtent pas. Ils font du cross-country, ils font du vélo, ça n'arrête pas. hmm, hmm. D'accord. Donc, ils ont cette culture du sport et du côté athlétique. Et je pense que ouais, ça leur donne une bonne base en fait. Mais ça, c'est vraiment un point, le côté athlétique. Même quand tu vois, j'étais en Espagne, Ben Titley, le coach qui est anglais, bah, il essaie de créer des athlètes avant de créer des nageurs. Ouais, Et ouais, aux États-Unis, c'est pareil, ils essaient de créer un athlète avant de créer un nageur. Nous, on n'est pas dans cette démarche-là en France, hein. ouais, Et en Europe, on essaie de créer un nageur avant de créer un athlète. ouais, Encore une fois, je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais ouais, ce versant-là, c'est complètement différent. ouais. Ok, et juste pour revenir du coup à l'entraînement, donc le contenu, alors déjà en termes de séances par semaine, est-ce qu'ils ont un volume d'entraînement qui est plus important? Pas du Non, tout. Ils en font moins que nous. Ils en font moins que nous. d'accord. En Donc, général, ils sont à 9 séances semaine. En Europe, on est plus à 10. En Europe, de ce que je connais, on fait plus du 5-1. Ça veut dire on double le lundi, on double le mardi, on fait une seule le mercredi après on récup, puis on recommence jeudi, vendredi et samedi matin. Eux, ils font plutôt du 3-1. Ils font deux le lundi, un le mardi, deux le mercredi, un le jeudi, deux le vendredi, un le samedi. Ils font quasiment tous ça. Et ils ont 3 muscu semaine. C'est pas des muscles très énervés, hein, c'est des bonnes muscles, mais que sur 1 heure, quoi. Après, il faut savoir qu'ils ont des règles. hmm, Ils ont un volume maximal de temps de travail possible pour tous les athlètes qui sont à l'université. mhm. Quand tu es à l'université, tu n'as pas le droit de t'entraîner plus d'un certain nombre d'heures. Ah ouais,
D'accord. Donc, ils sont limités en volume horaire. Donc, en fait, ils sont obligés d'être efficaces, quoi. Ok. Et pourquoi ils sont limités en volume horaire? Est-ce que c'est une question, c'est Bah, je une pense que question. c'est des étudiants, donc ils essayent de faire attention à ce qu'ils ne tombent pas dans l'extrême, Donc qu'ils ne c'est soient pour. pas à l'université. Ok. Donc c'est pour laisser un peu de temps pour leurs études. Ouais, je pense. Parce Et que c'est la question, mais je pense que c'est ça. Ouais. d'accord. Et du coup, le contenu de leur séance de préparation physique, quand ils sont en salle, ça reste, ça reste des séances qui sont orientées très muscu-fonctionnelles. Tu m'as dit que tu les as jamais vus faire du développé couché. Non, une fois, mais un jour ça va être développer un coucher à la barre. Enfin, la semaine d'après, ça va être aux haltères. Le lendemain, ce sera incliné. Mais en D'accord, fait, ils leur apprennent à tout faire. d'accord. Et ça ressemble pas mal à du CrossFit, hein. Ouais, Euh, ouais. Du cross-training. tu vois ouais, ouais, du cross-training, ouais. Ouais. Tu sens vraiment l'impact de l'entraînement général, et, être capable de tout faire, quoi. Hmm. C'est être là, tu vois, Un athlète complet, quoi. voilà, dans le CrossFit, ils disent le mec qui gagne les games, c'est the fittest athlete C'est in the ça, ouais. world. C'est Et ça. ben là, c'est ça, en fait, tu sens que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à savoir tout faire. À sauter, à faire des pompes, à courir longtemps, vite, fort, lancer, truc. Il faut qu'ils sachent tout faire. Hmm. Et comment ils sont cadrés, du coup? Et ben ça, t'as un préparateur. Alors là, par contre, c'est là où tu pètes un câble, hein, c'est que t'as un préparateur physique qui est là, des fois deux. Il y a 35 mecs dans la salle. Et il y a 5 ou 6 iPads qui tournent avec les contenus de séance. À chaque fois qu'ils font une rep, ils écrivent tout ce qu'ils ont fait. Donc, tous les logiciels, ils sont adaptés pour que tu puisses noter et du suivi, etc. Le coach, il est là, il vérifie que ça se passe bien, il vérifie les mouvements et tout. Mais le contenu, il est écrit sur une grande télé au tableau. Ils arrivent, boum, le contenu. Enfin, tu vois, c'est hyper c'est D'accord. pas scénarisé, C'est mais quand même c'est bien l'usine, fait. quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'usine. Ouais, ça, par contre, c'est l'usine. Ça envoie et les gars, ils y vont, quoi. Ils attendent pas. T'as pas un mec qui est assis, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est assis. Il y a personne qui est en attente, quoi. Ça bosse, ça enchaîne, ça travaille dur. Ouais, ouais. Et voilà, tu as la mentalité américaine où ils vont chercher. Après, j'étais dans des structures élites, hein. Hmm, Donc forcément, c'est pas des gens qui sont là pour hmm. toucher, quoi. Triper les D'accord. lentilles. Ouais, donc encore une fois, hein, on va pas passer du temps à apprendre la bonne technique si on voit un athlète mal faire. Enfin, comment tu veux, s'il y a deux préparateurs physiques et 35 athlètes, tu, tu vas pas faire du qualitatif. Un peu plus du quantitatif. Après, vu qu'ils sont dans cette dynamique depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils font de la muscu quand ils rentrent en sixième, quoi. Hmm, Ils rentrent je crois même que plutôt, ils font tout de suite beaucoup plus de sport que nous. Donc en fait, ils ont préparé leur corps et ils connaissent leur corps beaucoup mieux que nous, hmm, beaucoup plus tôt. hmm. Donc pour Là-bas, toi, les nageurs, tu les vois jouer au basket, c'est pas comme chez nous. Nous, tu mets 10 nageurs sur un terrain de foot, tu as l'impression d'avoir un truc en e-sport, quoi. Eux, c'est pas pareil. Ils savent bouger, ça bloque pas, quoi. Ils sont athlétiques, vraiment athlétiques, ils savent tout faire. d'accord. Et là, en off, par exemple, on était en train de parler du soulevé de terre avec les athlètes que tu entraînes et on parlait de comment voilà, aider l'athlète à optimiser sa technique. Dans ce que tu as vu là-bas, dans ce que toi tu as vu, tu étais quand même avec des athlètes qui ont un niveau élite. Et est-ce qu'ils maîtrisent leurs gestes? Est-ce que ces 35 athlètes maîtrisent leurs gestes? Ou est-ce que tu as vu qu'il y avait des choses vraiment à corriger, mais qu'on ne peut pas corriger parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'il y a pas assez de coach, il n'y a pas assez de préparateurs physiques derrière eux pour les corriger? Comment est-ce que tu vois les Et choses? bah, quand j'étais aux États-Unis, il y avait des trucs qui n'étaient pas corrigés, Ouais, c'était pas bien fait, sur ouais, des épaulés, ouais, sur des placements et tout, c'était pas dingue. ouais, En Australie, c'était différent. En Australie, j'étais vraiment dans un groupe où ils étaient que 15. ouais, Il y avait trois préparateurs physiques pour 15. ouais. Bon, c'est autre Mais c'est un chose. système complètement différent. Et là, par contre, tu n'avais pas un mouvement mal fait, quoi. D'accord, d'accord. Ok, Mais là, c'était vraiment un groupe pro. Tu avais 15 nageurs de niveau international dans le groupe. ok. Donc aux États-Unis, même si effectivement les jeunes, bah, ils font du sport depuis très jeunes et ils sont sensibilisés à plusieurs types d'activités, en musculation, on reste quand même sur des gestes des fois qui sont très techniques. Et si on n'a pas été coaché, si on n'a pas passé du temps à maîtriser la technique, bah, malheureusement, ce n'est pas en répétant qu'on va tout seul découvrir comment bien faire.
Ouais, mais tu vois, les nageurs qui étaient en difficulté, c'était pas des Américains. Ouais, C'était des étrangers qui étaient là. d'accord, C'était des Suédois d'accord. ou une Danoise. Et bah voilà, tu sens qu'en fait, ils n'avaient pas eu cette culture au lycée de développer tout ça. Hmm, Et en fait, ils arrivent et on leur met tout de suite de la charge, tout ça. Et là-bas, il n'y a pas d'adaptation, quoi. hmm, C'est-à-dire que tu fais ou tu fais pas, hmm, quoi. hmm, Tu tiens ou tu tiens pas. hmm, Mais hmm, on va pas te dire, ah bah toi, t'as jamais fait, donc du coup, on hmm, va commencer en douceur. hmm, Non, hmm. non, non, non. T'es là pour. T'es là, si tu tiens, tu tiens. Comme tu dis, tu passes dans Ouais, les mailles ou tu passes pas, ouais, quoi. mais ça me fait penser au CrossFit, hein. Bon, maintenant, Oui, oui. maintenant, c'est un Ouais, peu ça a une changé en France. Le CrossFit, on essaie d'adapter, on essaie d'accompagner, mais au début, c'était un peu le massacre. Tu viens et si tu n'y arrives pas, bah, tu te brises, tu te blesses et puis tant pis, tu arrêtes. Ouais, c'est un peu ça. Mais D'accord. Et c'est un système qui vise la perf, quoi. La ouais, perf, la perf, la ouais, perf. ouais. Et alors du coup, toi, dans ta pratique, donc maintenant tu es revenu cet été en France. Ouais. Ok. Et depuis, dans ta pratique en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a des choses du coup que tu mets en place et que tu utilises de ce que tu as appris, de ce que tu as vu? Qu'est-ce que ça t'a servi d'un point de vue pratique concrètement sur le terrain? Bon, déjà, je suis beaucoup moins focus sur les contenus, beaucoup plus focus sur l'énergie du groupe. Euh, c'est ma priorité. Hmm. C'est-à-dire que je préfère passer moins de temps à préparer ma séance, mais plus de temps à préparer ce que je vais dire. Comment je vais créer une énergie dans le groupe. Hmm. Le plus important, c'est mon petit discours d'avant-entraînement ou la façon dont je vais aller parler avec les athlètes. Hmm. Comment je vais créer des échanges, une énergie générale, comment je vais faire que tout le monde est dans la bonne direction avec les valeurs qu'on défend et tout ça. C'est ça que j'essaie de défendre, c'est sur ça que je travaille le plus. Hmm. Et le contenu, bon, j'essaie de rester, parce qu'en fait, après ça, c'est mon petit truc à moi. J'aime bien avoir des bons contenus, j'aime bien faire des trucs chiadés et tout ça. Mais ça, c'est mon kiff perso, quoi. Hmm. Mais c'est pas ça qui fera la différence, je le sais. Hmm. Ça, c'est la première chose, la dynamique de groupe. Là, tu vois, par exemple, on est en semaine, on est en vacances. Bah, mercredi, il y a entraînement le matin. Le midi, je fais Top Chef. Tout le monde ramène son plat et on fait un concours de celui qui a fait le meilleur plat. Celui qui gagne le concours, il choisit le plat qu'il veut manger ou des trucs comme ça. Des trucs D'accord, basiques comme ça. d'accord. On fait une soirée de remise des t-shirts, pizza. Euh, tu vois, on essaie de créer des dynamiques. Il y a des vagues, on va surfer tous ensemble. Des trucs assez basiques finalement, mais l'idée c'est d'être tout le temps ensemble, de tout le temps créer de la dynamique commune et d'avoir des objectifs communs. L'autre fois, on a fait la soirée des objectifs. Tout le monde dit ses objectifs, on les écrit tous sur un papier et puis voilà, on l'affiche. Enfin, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment ça, c'est le point numéro un. Et après, sur le côté athlétique, bah, c'est clair que j'ai envie de dire, surtout les filles, j'essaye de les athlétiser très tôt. Très très tôt, parce qu'en fait, je me rends compte que sur le versant athlétique, on est en retard. Et bah, du coup, là, tu vois, je travaille avec une fille qui est préparatrice physique, bah, que tu connais et qui t'a bossé, avec Laurie, Mhm. qui est préparateur physique Mhm. maintenant. Et bah, tout de suite, on lui a donné les petits. Mhm. Et donc là, maintenant, on a des petits qui sont en CM1, CM2. Mhm. Bah, ils font de la petite muscu. Mhm. Alors, ils font du soulevé de terre avec une barre qui fait 10 kilos, mais Mhm. ils apprennent les mouvements. Elle a les 6e, 5e, elle leur apprend à commencer à mettre de la charge sur certains trucs et Mhm. tout. Parce que voilà, on sait très bien que la muscu, c'est hyper bon pour la santé, pour le développement, etc., contrairement à ce qu'on croit, Mhm. enfin, les idées reçues. Mhm. Et elle a le groupe des 4e, 3e, et boum, ça y est, elle leur fait faire de la muscu, sont en train de commencer à pousser, les filles, elles font des tractions, des pompes, des trucs. En fait, on va pas les laisser attendre d'arriver à la dernière seconde pour s'activer. On, on essaie de déjà créer des athlètes plus tôt. Et bah, tu vois, l'autre fois, je sais plus avec qui je discutais, il me disait que les athlètes qui sortent de la gymnastique, ils sont extrêmement bons dans tous les sports ensuite. Normal, ils ont fait de la muscu quand ils étaient Bien petits sûr, depuis tout le temps, hein. bien sûr, Donc en fait, ils savent faire des équilibres, ils savent faire des poutres, enfin, ils savent bien faire tout sûr, faire. bien sûr, Et ils travaillent leur corps en mobilité, en force, en bien sûr, explosivité, en rebond, en tout. bien sûr. Donc, euh, donc forcément, tu le mets dans la piscine, bah, il plonge, il est gainé. Tu le mets à bouger, la relation entre ses jambes et ses bras, elle est placée. Tu lui fais faire du basket, il sait se déplacer. Tu le fais sauter, il sait s'équilibrer. Enfin, voilà. Et donc, je pense que ce versant-là, moi, c'est un versant que je vais essayer de développer. J'aimerais bien que mes petits, justement, ils fassent de la gym, tu vois. Tout à J'aimerais bien fait, que moi les petits, aussi. en 6e, 5e, ils fassent plus de gym. Ouais, Qu'on fasse un partenariat avec un club de gym et qu'ils aient, au lieu d'avoir 5 entraînements de natation, ils aient peut-être 3 ou 4 entraînements de natation plus un entraînement de gym mm, où ils développent ça, quoi. mm, mm. Mais moi Ça me- aussi, c'est pareil, hein. Je suis tout à fait en phase.
pour moi, malheureusement, bon, maintenant, j'aurais une machine à remonter le temps, je pense que j'aurais fait de la gymnastique. Je pense que c'est vraiment le sport le plus complet. Parmi Ouais, tous les autres sports, c'est vraiment le sport le plus complet. Et quand tu es gymnaste, ben, c'est comme tu l'as dit, tu as une maîtrise du positionnement de ton corps dans l'espace qui est au top. Tu sais engager tes muscles, tu sais bien placer tes différents membres et suivre les instructions parce que tu as une proprioception qui est très bien développée, tu as un bon gainage, tu es fort. La gymnastique, on a quand même la base, c'est quand même de soulever son poids de corps. Et il y a des figures, bon maintenant, on a changé un peu le terme, mais maintenant ça s'appelle la calisthénie, hein. Donc une forme de musculation au poids de corps qui est directement inspirée de la gymnastique. Donc oui, effectivement, ça reste quand même une activité qui est très polyvalente. Et plus tôt on l'introduit, et moi je pense que il y a un transfert aussi qui se fait vers d'autres activités très facilement. Effectivement. D'ailleurs, tu vois, le CrossFit, ils se sont pas gourés, hein. Ils ont mis la gym avec le cardio et la Mm, muscu, quoi. mm, Tu vois, mm, ils ont mis la gym dedans. Donc, mm. parce que, ah ouais, ils se sont pas trompés, hein. Si tu Bien veux sûr, avancer, c'est bien par sûr. là. Ok. Donc aujourd'hui, tu arrives à mettre en place des choses que tu as pu apprendre un peu via ton voyage dans différents pays et surtout dans les pays anglo-saxons, dans ta pratique en tant qu'entraîneur. Donc au club de Nantes, il s'appelle comment? Non, attention. Nantes Natation. Ok. Et du coup, euh, comment ça a été vu par la hiérarchie et par tes collègues? Raconte-nous un peu comment ils ont eu un regard un peu curieux ou un peu méfiant ou Non, hyper bien accueilli. Mhm, Euh, Bon, déjà, je suis embauché pour ça. C'est-à-dire qu'au départ, moi, quand je fais mon entretien d'embauche, c'est ça que je vends. Je mhm, dis, voilà, moi, je veux créer une communauté, blablabla. mhm, Et en vendant ça, bah, forcément, quand je l'amène, les gens, ils sont contents parce que c'est ce qu'ils attendent. mhm, Et ils m'ont embauché pour ça. Donc déjà, au départ, je m'étais bien mis d'accord avec mes dirigeants pour être sûr que c'est bien ce qu'ils voulaient. mhm, Ça, c'était la première chose. Et ensuite, bah, tout de suite, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer cette communauté avec mon équipe de coach. Parce mhm, que je suis directeur sportif dans mon club aussi, donc je suis le mhm, responsable des coachs. mhm, Et j'ai essayé tout de suite de faire cette cohésion. C'est-à-dire que on arrive au mois de septembre, première semaine, on fait une réunion avec toutes les coachs, avec tous les coachs dans une maison. Et voilà, on passe le week-end dans une maison à discuter de nos valeurs, de ce qu'on veut défendre. Et en fait, tout ce que je fais avec les athlètes, je l'ai fait avec les coachs. d'accord. Donc eux, ils ont apprécié sentir cette dynamique, ils l'ont vécu. Et maintenant, quand ils me voient l'appliquer avec les athlètes, bah forcément, ils ont envie de le faire, ils comprennent, ils l'ont senti. Mhm, Donc ils adhèrent au projet. mhm, Et en vrai, c'est difficile de pas adhérer à une communauté en développement. mhm, Euh, Quand tu sens qu'il y a une énergie, une espèce de rouleau compresseur qui t'emmène, mhm, c'est l'instinct du troupeau, quoi. mhm. C'est- Ouais, c'est- ouais. Ça bombarde, en fait. Et il y a personne qui se pose la question, il y a tout le monde qui fonce. Le gars, il dit on va par là. Bon, bah, les gens, ils baissent la tête et ils foncent. Il y a toujours des réfractaires, hein, ça, on les enlèvera pas, hein, dans Ouais, le ouais, pourcentage. Mais, euh, mais c'est plutôt bien accueilli. Euh, Après, il y a toujours ce côté un peu français. Oui, mais nous, on peut pas. Oui, mais. En fait, le oui, mais. mhm, Tu vois, le oui, mais, c'est la phrase française par excellence. mhm, Et on va se trouver des excuses pour pas expliquer pour expliquer pourquoi on peut pas faire ça. mhm, Je dis bon, faut qu'on mette tant d'argent sur ça. Oui, mais en France, on n'y arrivera pas. mhm. Mais si, on va y arriver, mais faut Défaitiste dès le décompresser, début. quoi. Ouais, on se trouve des excuses, en fait. On se trouve des excuses. Après, ça, c'est compliqué à transformer, mais j'ai la chance d'avoir un président de club qui a passé du temps aux États-Unis quand il était nageur et qui a aussi cette culture euh, un peu punchy, quoi, qui Mhm, veut bouger. mhm, Et, euh, et du coup, je crois que du coup, on peut transformer les choses. Mon manager général, il a passé du temps en Angleterre, à travailler là-bas. Il a senti l'énergie anglo-saxonne, des gens qui veulent y aller et qui se posent pas de questions. Donc, on a déjà toute cette culture qui est présente. Elle a été vécue. Maintenant, il faut qu'on la crée à l'intérieur de notre club, puis qu'on se mette pas de barrière surtout. D'accord. Et d'un point de vue, les athlètes eux-mêmes, il n'y a pas ce système de points en France. D'accord. Donc, ce que tu essaies de créer, cette cohésion, cette entraide, sans ce système de points, du coup, est-ce que ça marche quand même?
Alors, ouais, à fond. Bah, parce que, en fait, je pense que le système de points, c'est une super carotte, Hmm, que ça amène le côté performance et ça vient finaliser le truc. hmm, Mais je pense que le besoin de partage chez l'être humain, c'est un besoin qui est fondamental. C'est tout le monde là. Ou alors t'es un psychopathe. hmm. Mais, euh, mais donc, Merci. du coup, t'as cerné, Alex. Ah, T'as je sais cerné. pas, ouais, je me suis senti concerné. Bon, bref. Le besoin de partage, il est hyper important. Et du coup, moi, quand je vais proposer des activités communes ou quand je vais proposer de partager des choses, d'ailleurs, la première chose quand tu proposes un relais, tout le monde est hyper chaud, quoi. Hmm, C'est beaucoup plus marrant que de faire la course tout seul, en fait. hmm, Et je me rappelle quand j'étais petit avec mes potes à la maison, on était deux, on jouait à des jeux comme Gran Turismo ou Tokyo Touring Car, les jeux de voiture, quoi. hmm, Et à la fin, quand on gagnait toutes les courses, on prenait une manette pour deux. Moi, je hmm, prenais le volant et lui, il prenait l'accélérateur et le frein. hmm, Tu vois, comme ça, on n'était plus en opposition, on était ensemble contre hmm, l'ordinateur. hmm, Et en fait, on a tous ça en nous, ce désir de vouloir travailler ensemble pour un but commun. hmm, Et quand il n'est pas clairement défini, tu le trouves. Et moi, les athlètes, là, ils se trouvent des buts communs, hein. hmm, Ils se parlent, ouais, allez, les gars, venez, on essaie d'aller tous au Euro Junior pour faire une équipe et truc. Enfin, ils vont se trouver des buts communs. Voilà. Allez, il faut qu'on se qualifie tous aux élites, hmm, etc. hmm, Et ils vont se trouver des buts communs. Après, il faut les faire bosser ensemble, il faut les faire échanger ensemble. Et ça, par contre, c'est pas naturel. hmm, hmm, Ça, par contre, ça vient pas tout seul parce que voilà, il y a toujours un peu d'opposition, de conflit, etc. Et je trouve que c'est le rôle du leader, du coach, d'emmener tout le monde dans la bonne direction, de s'assurer qu'on est d'accord sur nos valeurs. Euh, ouais, tu vois, on a défini. Ok, laisse-moi 2 secondes. oui, Tu vois, avec le groupe, on a défini nos valeurs. C'est partage, persévérance, attitude positive, fierté, respect et jeu. Voilà, ça, c'est les 6 valeurs communes qu'on a définies. Et c'est eux qui on les a écrites au tableau. Tout le monde a sorti ses valeurs principales. Et on a avancé vers ça. Et maintenant, bah, c'est notre contrat. Est-ce qu'on est dans le partage? Est-ce qu'on est dans la persévérance? Quand il y en a un qui est dans le dur, tout le monde va essayer de le bouger pour lui dire, allez, persévérance. Et quand il y a des problèmes de respect, ça arrive tout le temps, hein, hmm, on se met à table et on dit, les gars, on avait dit qu'on faisait ça avec respect, quoi. hmm, Et je pense que ça, c'est le rôle du leader. hmm, Et on n'est pas assez formé à ça, malheureusement. Ça, par contre, aux États-Unis, quand j'y étais, ils parlent tout le temps devant le groupe. C'est-à-dire que hmm, les athlètes, il y a un athlète qui a fait quelque chose, boum, il y a 35 personnes autour de lui, le coach lui dit, alors vas-y, raconte-nous. Bon, bah, aujourd'hui, j'ai fait ma présentation sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai parlé de ça, ça, ça. Et il parle devant tout le monde. Et ce qui m'a choqué, c'est le premier jour où je suis arrivé là-bas, tous les nageurs sont venus me voir pour me dire, Hello, nice to meet you, my name is. Et ils sont tous venus se présenter Comme un chez par nous, un. exactement pareil. Ouais, exactement. En Finlande, au bout de 2 semaines, il y avait la moitié qui me disait bonjour, quoi. Hmm, hmm, Et là, tous bonjour, tous merci. Ils venaient poser des questions sur mon voyage, ils venaient me hmm, poser des questions sur pourquoi l'université. hmm, Ils sont hyper curieux et hyper sociables, en fait. hmm, hmm. Très intéressant, Si. très intéressant. Ouais. Du coup, bah, c'est super que tu as pu faire ce voyage et en tirer tellement, et puis le transmettre à tes nageurs, le transmettre à d'autres entraîneurs avec lesquels tu travailles. Mm. Et aujourd'hui, donc un des buts de ce podcast aussi, c'est de t'accueillir, de te donner la parole pour que tu puisses inspirer aussi peut-être d'autres entraîneurs et leur donner envie. Donc aujourd'hui, si, pour conclure cette vidéo, si tu as un message, si tu as un message à transmettre via ce podcast pour des entraîneurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur conseilles aussi d'aller peut-être de faire un voyage un peu comme ce que tu as fait ou peut-être même avec des moyens peut-être un peu plus limités si le voyage n'est pas possible? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller comme tu vois, des petites astuces ou peut-être des bouquins à lire ou juste pour qu'ils puissent s'ouvrir un peu à cette nouvelle façon de voir les choses? Ouais, bah, déjà, c'est sûr que lire la littérature anglo-saxonne, c'est hyper intéressant. Nous, dans notre sport, on a les Swim Coach Bible, donc les Bibles de la natation, quoi. C'est des bouquins américains. Et c'est dingue parce que ça commence toujours par une intro, et après, tu as tout le travail sur comment créer la communauté, etc. Dans les Hmm, bouquins français, c'est jamais écrit ça. hmm, Et donc, en fait, ouais, lire la biblio. Ensuite, c'est clair que voyager,
c'est hyper important parce que, encore une fois, la différence entre ce qu'on voit dans les vidéos et ce qu'on voit dans la réalité, c'est différent. Moi, ça m'a rassuré à fond sur les contenus. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai vu ce que les meilleurs coachs du monde ils proposent en termes de contenu, je me prends plus la tête sur Mhm. mon contenu. Mhm. Par contre, le fait de voir l'énergie du groupe, ça aussi, c'est quelque chose qui te dit, mais ça, c'est possible en fait. C'est pas quand tu vois les films à la télé avec les Américains qui sont dans leur pick-up là, au milieu de l'université et que tout le monde a les bras levés au milieu de la musique, mais c'est pas un rêve, hein. C'est la réalité. Moi, on me disait tous, ouais, ça c'est. Non, non, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Le game day, le samedi ou le dimanche, le game day, c'est le samedi, je crois. C'est le jour où il y a le match de foot US. Mais dans le campus, mais c'est la fête partout, partout, partout. Tout le monde marche dans tous les sens, il y a de la musique, tout le monde fait la fête, tout le monde célèbre tout. Et c'est génial. Et cette attitude, bah, enfin, cette énergie, c'est vrai que de la vivre, si tu l'as pas vécu, c'est compliqué à imaginer, si on ne te la transmet pas. Donc ouais, j'ai envie de dire voyager. Ça, c'est clair, voyager. Voyager et puis prenez-vous la tête un petit peu moins avec la science et ouvrez un peu plus des bouquins sur les sciences humaines, écoutez votre cœur, sur la communauté, parce qu'en fait, on en a tous envie de travailler avec les gens en coopération. On le ressent tous, ce besoin d'être dans l'échange, de créer des choses en commun et d'avoir ce petit rêve qui est en nous, là, de créer des choses et tout. C'est ça qu'il faut écouter. Et c'est ça qu'il faut écouter chez les athlètes aussi, puisque c'est ça qui fonctionne en fait. Mhm. Très beau message. Merci Jonathan. Avec plaisir. Et du coup, je vais demander à la communauté, ben, je peux accueillir Jonathan pour un deuxième podcast si ça vous intéresse. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez peut-être qu'on développe dessus, n'hésitez pas. D'accord? Mettez-les dans les commentaires et on pourra refaire aussi un autre podcast avec Jonathan et aller chercher un peu euh, qu'est-ce qui se cache dans son cerveau et qu'est-ce qu'il a appris et quelles sont les méthodes qu'il utilise. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et qui est prêt à partager et très généreux et qui se fera un plaisir, je pense, d'accepter une nouvelle invitation. T'en dis quoi, Jonathan? Ouais, je suis hyper chaud. Toujours un plaisir d'échanger avec toi, Alex. Ouais, j'ai pas dit que j'étais préparateur physique et que malgré ça, je passe mon temps à t'appeler pour te poser des questions. À chaque fois, on apprend. Donc, ouais, je trouve que dans l'échange, on se construit beaucoup. Tout à fait. Merci encore. Du coup, voici pour la fin de ce podcast. Aimez et partagez cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail sur la chaîne Olympfit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.